Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Gaijin TV épisode 19. Salut Lily. Salut. Tout va bien? Oui. Bon, tant mieux. Alors, on va parler du sommaire aujourd'hui de cet épisode. Eh bien, dans un premier temps, dans l'actu, on va parler d'un manga, un one-shot qui s'appelle Hotel. C'est pas Hotel California, c'est Hotel. Et c'est sorti chez où? Sorti chez Glénat, on va en reparler. D'accord. De toute façon. Bah, moi, Ensuite, je vais présenter Hide Out, sorti chez Kiwood. Hide Out. Voilà. C'est pas Hide Out plutôt? Oui, bah écoute, je suis pas anglophone, hein, donc... Ouais, Hide Out. Et ensuite, on va parler dans le zoom. En fait, on va faire un zoom un petit peu particulier. On va faire un recentrage historique. Oui, car nous parlons un petit peu de culture dans ce podcast. Et dans culture, on va parler donc d'histoire et du 6 août 1945, date mémorable de la première explosion atomique. Et on va en Et parler plus particulièrement de quelle ville? d'Hiroshima, bien Voilà. sûr. Donc on va en parler largement. Ok? Ouais. Bon, très bien. Bon, tu lances l'actu ou on le fait tous les deux? Allez, bah tous les deux, c'est bien. Allez. Parti pour Actu. actu. Bon, on va commencer par Hotel. Oui. Bon, alors, l'Hôtel. Hôtel, c'est un manga qui est sorti donc très récemment, novembre, qui est donc de l'auteur qui s'appelle Boichi. Alors, c'est sorti chez Glénat. C'est un manga qui date déjà de 2007 au Japon, d'accord? C'est pas récent. Mais donc, c'est une sortie récente, recueil de nouvelles, 5 petites histoires. Toutes ont une particularité, c'est qu'elles sont toutes fantastiques. Pour moi, il y en a quelques-unes qui sont plus sympas que les autres. Par exemple, pour moi, c'est la 1, la 3 et la 5. Voilà. Les pairs, ça ne me réussit pas. Je crois que moi, c'est un pair que j'aime beaucoup. La particularité, c'est que Hotel, en fait, c'est le nom de la première histoire. Alors, ce que je voulais en fait insister, moi, c'est davantage sur la première qui est de loin la meilleure, justement, celle qui s'appelle Hotel. En fait, l'histoire elle m'a beaucoup plu. C'est dommage d'ailleurs qu'elle soit aussi courte. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de l'humanité qui est vouée à la destruction. Donc, en gros... l'humanité va disparaître à cause de la pollution, tout ça. La planète est vouée à être détruite. Et comme les humains se jugent responsables eux-mêmes de la destruction de la planète, ils disent finalement, on va créer une sorte de grande arche dans laquelle on va préserver les ADN de tous les êtres vivants sur Terre, tous les animaux, etc. Et cette arche s'appellera l'Hôtel, ce sera en Antarctique. C'est un tunnel, c'est pas une arche? Non, c'est un tunnel. C'est pas un tunnel, pardon, c'est une tour. Une tour, mais c'est une arche, mais j'appelle ça une arche dans l'arche de Noé. Je suis dans l'image, ma biche, dans l'image. Donc cette arche qu'on appelle l'Hôtel, en fait, va conserver l'ADN de tous les êtres vivants, sauf l'être humain. D'accord? En même temps, quelques êtres humains vont tenter de partir dans un vaisseau spatial et vont partir vers une autre planète. Le but de cet hôtel est de conserver en fait l'ADN intact le plus longtemps possible avant que d'autres êtres humains reviennent et qu'on puisse enfin rétablir la vie sur la planète. Et donc l'histoire en fait va être de celle, pas du tout d'un humain finalement, l'histoire va être de celui qui va s'appeler le directeur, qui est une intelligence artificielle, un ordinateur, qui va contrôler l'hôtel, qui va contrôler en fait la vie de cet hôtel contre vent et marée, contre toutes les intempéries. Et en fait, ce qui est très beau, c'est qu'on va voir en fait tous les systèmes qu'il va mettre en place pour parer aux intempéries, aux difficultés et aux aires glaciaires qui vont se succéder, parce que ça va durer des millions d'années en fait, quand même cette histoire. Et pendant des millions d'années, en fait, on va voir comment lui, un seul ordinateur, une seule intelligence artificielle, va arriver à sauvegarder en fait les ADN. Donc je ne raconte pas la fin, mais c'est une superbe histoire. La première donc. La troisième, je ne vais pas la résumer, mais la troisième, elle est géniale aussi parce que elle s'appelle Rien que pour les thons. Déjà, le titre, c'est pas mal. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui va manger le dernier thon rouge de la planète en sushi. Et en fait, le type, il adore tellement le thon que son objectif, c'est de recréer un thon avec l'ADN de thon. Donc, il va faire toute sa vie, il va passer à chercher à créer l'ADN de thon. Mais en fait, il va enchaîner catastrophe sur catastrophe. Mais à chaque catastrophe, ça va entraîner en fait une amélioration pour le sort de l'humanité. Donc c'est ça qui est absolument génial, c'est qu'en fait il va réussir par exemple il va recycler le caca. Il va inventer une machine à recycler le caca parce qu'en fait il va chercher l'ADN de thon, le caca de quelqu'un qui avait mangé un morceau de thon.
En fait, il va être obligé de mettre en place un dispositif et tout. Enfin, c'est un truc complètement allumé. Et cette histoire, elle est hyper marrante. Après, les autres histoires, je les trouve un petit peu en dessous. C'est le moins que je voudrais dire pour ce manga. Le prix est un peu élevé, 10€, mais aussi justement parce que la 5e histoire, je voudrais juste en montrer un petit peu en fait. La 5e histoire est totalement en couleur. Et elle est très très belle visuellement. Elle vaut le coup. La 5e histoire, on a... voilà. On a donc... ça a du mérite. C'est vraiment très 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 beau. Ça commence là en fait. Moi j'aime bien. Donc après, j'ai trouvé ça sympa. Je le recommande pour les 3 histoires que j'ai citées. Peut-être pas pour la deuxième et la 4e qui sont un peu moins intéressantes. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, moi, alors, déjà, la couverture est très jolie. Je pense que c'est ce qui attire l'œil. C'est vrai qu'elle attire l'œil, ouais. Voilà, ça attire l'œil, donc forcément, ça nous intrigue et ça nous appelle à ouvrir le livre et à en connaître davantage. Je suis pas d'accord avec toi, la première, c'est pas ma préférée. Au contraire, c'est la deuxième, moi, la préférée. Donc, la deuxième, celle... Ah oui, mais c'est c'est une histoire d'amour, donc c'est pour ça, je pense que c'est le côté féminin qui m'a fait choisir cette nouvelle. Maintenant, moi ce que je voulais dire, c'est que toutes les histoires ont un point commun, c'est justement la perte de l'humanité, la perte de l'être vivant. C'est vrai. L'histoire du thon rouge, c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu réaliste. Oui, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à ce qui se passe. Tous les thons rouges qui passent. Oui, voilà, côté un petit peu préserver la nature, c'est super original, quoi. Voilà. La première histoire, en fait, non. C'est pas ta préférée ? Non, moi, j'ai trouvé ça génial, en fait. Il y a juste un truc qui m'a bien plu dans la première histoire, c'est que... En fait, c'est une histoire racontée à la première personne. Oui, c'est lui qui raconte. C'est l'intelligence artificielle qui raconte. C'est l'ordinateur. Alors moi, au début, je croyais que c'était un être vivant parce que tu le sais pas directement que c'est une intelligence artificielle. Tu l'apprends plus tard et quand tu vois qu'en fait, il parle 5000 ans après le début de l'histoire, tu te dis, mais attends, le mec, il est immortel, c'est pas possible. Donc c'est là qu'on comprend un peu mieux. Ouais, le côté original, première personne, c'est très bien. Par contre, au niveau de l'histoire, moi, j'ai pas spécialement accroché. La deuxième histoire, en fait, m'a vraiment beaucoup plu et justement, je trouvais ça dommage d'en faire qu'une nouvelle parce que c'est l'histoire un peu d'une histoire d'amour entre un prof et une élève. C'est beau. Voilà, qui va traverser qui va traverser le temps et en fait, la fille va être conservée au froid. Cryogénisée, en fait. Voilà, je cherchais le mot, je préfère pas le dire, parce que je l'aurais bafoué ce mot, je pense. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant, super sympa et après, non, c'est très beau. En fait, t'as trouvé que c'était intéressant aussi le mélange de genres. C'est vrai que le premier, c'est de la pure science-fiction. Le deuxième, c'est une histoire un peu d'amour, mais en même temps, comme tu dis aussi. Oui, mais moi j'en ai lu que 2 histoires. Donc, après, la troisième, c'est un mélange. 3 histoires. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est le côté original en évoquant l'environnement. Et c'est un peu, c'est ce qui se passe. La troisième, c'est ça, c'est l'environnement. Toutes les histoires. Non, je suis bête, toutes. Toutes les histoires, à part la deuxième, effectivement. La deuxième tourne pas autour de ça. Et non, la dernière non plus. La dernière, je me suis l'heroic fantasy. Mais en fait, c'est ce qui se passe. C'est vraiment les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec l'environnement, la pollution, tout ça. Mais c'est un peu mis en fantastique, côté fantastique. Oui, il s'est amusé un petit peu. Voilà, donc non, c'est très bien. Voilà. Mais bon, ce sera pas mon coup de cœur, quoi, dans les mangas. Tu vois ? Oui, il y a une histoire, Okay. Voilà. Pas mal quand même. Bon, après, moi je recommande quand même pour certaines histoires. Si vous aimez la SF, en fait, le fantastique, et puis quand c'est bien ficelé, bien dessiné, ça vaut le coup. Non, mais bon, je le recommande quand même, mais bon, c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré, mais il se lit quand même un peu. Ok, voilà. Très bien. Tu passes au deuxième. On va parler de Hideout. Tu le dis super bien. Voilà. Donc c'est un manga qui est sorti le 27 octobre chez Kiun. Avant de passer à l'histoire, en fait, j'aimerais juste parler de la couverture qui est granuleuse et qui est vraiment très bien faite. Même le derrière est très bien. Mais t'as remarqué, c'est une tendance actuelle. Ça fait plusieurs mangas qu'on a qui ont toujours des très belles couvertures, en tout cas au niveau de la texture. Ouais, mais là, tu vois, quand tu touches, il faut imaginer ce que je veux dire. Quand tu touches la couverture, en fait, ça te met déjà dans l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un manga d'épouvante. Donc, voilà, c'est un manga très noir. Mais quand tu touches, en fait, voilà, moi, c'est vraiment...
Attends, ça fait froid dans le dos quand tu touches? Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sens le côté rugueux de l'histoire. Ah oui, ça, rugueux, c'est pas le mot, effectivement. C'est très rugueux. Vas-y, raconte alors. Voilà, donc en fait, c'est donc un manga sorti chez Kiun qui a été écrit par Kakizaki Masasumi. J'ai vraiment du mal à prononcer son nom. Et c'est un auteur connu car en fait, il y a un manga qui s'appelle Rainbow qui est en parution chez Kazé. Qui est en parution chez Kazé. Donc pour ceux qui aiment cet auteur, je conseille ce livre. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui est écrivain et que voilà, comme tout écrivain, il est dans une phase de sa vie professionnelle qui est un peu monotone parce qu'il en manque d'inspiration. En plus, il a vécu un drame familial, hein, que je ne dirais pas quoi parce que pour moi c'est le côté un peu suspense de l'histoire. Dû à ce drame familial, en fait, tout se casse la gueule dans sa vie, son couple, sa femme est ignoble, elle dépense sans compter, alors que lui, pour le moment, voilà, comme tout écrivain, il est payé par rapport à ses ventes, et là, vu qu'il n'arrive plus à écrire, il est limite au chômage, quoi. Enfin, il a vraiment du mal. Financièrement, il a du mal moralement parce que dans sa tête, ça va pas du tout. Dans son couple, ça va pas du tout. Et dans sa vie professionnelle, ça va pas du tout non plus. Donc rien ne tourne comme... rien n'est beau, rien n'est rose. Ouais, rien ne tourne comme il faut, exact. Il décide néanmoins de se donner une chance, de partir en vacances sur une île pour essayer de retrouver l'inspiration. Et surtout pour essayer de recoller le morceau avec sa femme. Bien que ce soit une peste... Hein, voilà. Il décide de recoller les morceaux. Bon. Donc sa femme super contente parce que ce qui lui importe le plus c'est l'argent, c'est les habits, les fringues de marque et les voyages. Donc elle est super contente, elle part en voyage. Et arrivé sur l'île, il tombe sur une grotte. Donc il est assez comment dire, il est assez intrigué par cette grotte, donc il rentre avec sa femme dans cette grotte et on apprend plus tard qu'il n'en ressortira, enfin sa femme ne sortira pas de la grotte et lui non plus. Donc pas pour la raison que vous pensez qu'il va mourir dedans, pas du tout. J'en dis pas plus. Ouais, parce qu'après voilà. Voilà, donc on sait juste qu'il rentre dans cette grotte et puis voilà. Il va retrouver l'inspiration, mais il ressortira plus de cette grotte. Alors raconte-nous qu'est-ce que tu as aimé. Donc qu'est-ce que j'ai aimé dans cette histoire? Le dessin. Alors, je montrais déjà quelques images. T'as montré, mais voilà. Le dessin est très joli et c'est vraiment vraiment bien dessiné. Très sombre. Très sombre, c'est mais le style Rainbow, ouais, c'est vrai. Voilà, en même temps, c'est un film d'épouvante, donc c'est très noir. Au niveau de l'histoire, mais aussi au niveau du dessin, c'est super noir. Voilà. Les trois quarts du livre se passent dans une grotte, donc effectivement c'est souvent très sombre. Voilà, donc le dessin m'a plu, la narration est pas mal. Par contre, c'est pas une histoire spectaculaire, quoi. C'est l'épouvante. Hein. L'épouvante, c'est là pour faire peur, pour donner des frissons. Moi, j'ai pas eu forcément des frissons en lisant l'histoire. Ça t'a pas fait plus que ça. Non. Non, pas tant. D'accord. Moi, j'aurais poussé le vice, pour vraiment faire peur, j'aurais poussé le vice vraiment beaucoup plus loin avec l'enfant. Tu vois, il y a un enfant dans l'histoire, dans la grotte. J'aurais vraiment poussé le côté horrible de la chose, vraiment. Et non, ça m'a pas fait peur, j'ai pas eu des frissons. Le côté drame familial, j'ai trouvé ça dommage que ce soit pas plus poussé. D'accord avec toi. On apprend très vite ce qui s'est passé, mais c'est pas le problème, c'est que on aurait pu pousser davantage, vu que c'est côté gore, moi j'aurais poussé davantage. Et dans la grotte, en fait, c'est pareil. La fin, on sait vite ce qui va se passer. Ouais. Et la fin, elle est même décevante parce que tu te dis... on se doute vite de la fin, ça va être. Est-ce que ça aurait pas pu finir autrement? Alors, il faut savoir que c'est un one-shot, hein, donc il n'y aura pas de suite. Moi j'ai été déçue. Bon, ça se lit bien. Moi, j'ai été captivée par contre par le début, parce que justement, le début, il y a plein de questions qu'on se pose. Et vers le milieu du livre, on est déçu. Petit à petit, on va de déception en déception. Voilà. Bon. Tu le recommanderais pas, alors, pour toi? Si, je le recommande quand même, parce que
le dessin est quand même est bien dessiné, la narration est bien, donc ça se lit, hein, c'est pas le problème, ça se lit. Mais bon, moi j'attendais davantage de la fin et de l'histoire du drame familial, tu vois. Parce que quitte à être dans le gore, autant y aller jusqu'au bout, quoi. Enfin, tu vois, quitte à un petit peu blesser la morale, moi j'aurais vraiment poussé le... Ouais, parce que des fois c'est juste de gore pour être gore. Hein. Bah là, c'est pas plus gore que ça, quoi. Enfin... Ma fille elle rigole en regardant le méchant. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Non, mais le dessin est très bien. Hein. Le dessin, justement, le dessin est tellement bien fait qu'en fait, on se sent dans l'histoire. Enfin, on rentre vite dans l'histoire. Mais après, niveau narration, il manque du contenu. Ouais, ben oui. Il manque des choses. Ouais. Voilà. Alors oui, justement, le seul truc que j'ai à dire, c'est qu'il y a 8 pages en couleur qui sont aussi magnifiquement bien dessinées. Je ne montre pas, je laisse la surprise. Oui, bon. Mais sinon, il y a un début en couleur, voilà. Mais ils font beaucoup maintenant. Donc, ouais, les points forts, c'est la narration, le dessin, la couverture et puis les pages en couleur. D'accord. Bah, je le recommande quand même. Je le recommande quand même. Quoi. Bah, c'est pas un AV, ça se lit bien. Ouais, moi, j'aime bien quand même l'histoire. J'aime bien, malgré tout. Oui, mais il manque des choses. Le côté folie, le côté mais on sait ce qui va arriver. Homme. Moi, j'aime bien. Je trouve que par contre, là où c'est le seul point faible, c'est que c'est peut-être pas assez développé aussi. C'est un peu dommage. Il aurait peut-être fallu faire un peu plus. Parce que il y avait peut-être un truc à pousser. Ouais, bon, enfin, recommandation pour les fans de comment il s'appelle son nom, j'arrive jamais. Kakizaki. Kakizaki, voilà. Pour les fans, en tout cas, c'est vraiment un truc à avoir. Ça fait partie d'une œuvre très très sympa. Donc, c'est marrant parce que Kiun cette maison d'édition sort de plus en plus des gros mangas comme ça. Avec justement le visuel au niveau de la couverture. C'est pas les seuls. Hein. Non, mais par exemple, Léna, t'en as aussi, mais ce que je veux dire, à chaque fois que je tombe sur un manga de Kiun, ça me laisse pas indifférente. Ils savent accrocher. Bien. Voilà. Ok. Très bien. Toi, tu le recommandes? Moi, j'ai dit que Mais toi, t'aimes bien l'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire. Je trouvais ça bien ficelé, bien mené. Après, bien évidemment, pas très surprenant, je te l'ai dit. Et puis aussi, malgré tout, pour la narration et le dessin aussi, je le recommande. Mais voilà, pour moi, les points forts, c'est ça. Et le seul point faible, c'est dommage, tu vois, parce que moi, j'aime pas les séries longues. Ouais. Et j'aime beaucoup les one-shots. Et là, pour une fois, j'aurais mis les 5 tomes, tu vois. Pourquoi pas? Surtout que là, regarde, à la fin, s'il y aurait eu plus de contenu, tu vois comment ça se termine, ça te laisse un peu en suspens. Donc, tu aurais pu faire quelque chose derrière. Un peu plus loin. Voilà. Ok. Bon, on va peut-être passer à la deuxième rubrique. Oui. Oui, alors avant de passer à la deuxième rubrique, le message de notre sponsor, la boutique NoWatch. Allez sur la boutique NoWatch pour trouver quoi? Trouver des magnifiques t-shirts, trouver des badges, des mugs, etc. Enfin bref, tout ce que vous pouvez trouver sur la boutique NoWatch, sachez que si vous l'achetez, ça permet de soutenir le NoWatch tout simplement. Et donc vous devenez de généreux mécènes, c'est toujours très intéressant. Un, vous vous faites plaisir et deux, vous soutenez vos podcasts préférés. Donc ça vaut le coup, toujours. Soutenez Gaijin TV, le meilleur, franchement, ouais, peut-être... allez, un des 20 meilleurs de NoWatch peut-être. Mais il y a combien de podcasts? Il y en a 20. Un peu plus, ouais. C'est con. Ok, bon allez, on va passer à la deuxième rubrique. Allez, c'est parti, la rubrique Zoom. Bien, allez, dans la rubrique Zoom, maintenant, on va parler d'un événement historique quand même, qui a marqué l'histoire du Japon puis l'histoire entière de l'humanité. C'est quand même l'explosion atomique d'Hiroshima le 6 août 1945. Alors, moi je vais commencer par rappeler un peu le contexte historique de la bombe. Je rappelle en fait qu'on est à la fin de la guerre, on est dans l'année 1945, dans la bataille du Pacifique fait rage. La guerre est terminée en fait depuis mai en Europe. Et puis, on sait que dans le Pacifique, ça cartonne encore, les Américains sont face aux Japonais, les Japonais mènent une résistance qui est assez acharnée, et finalement, les Américains, on le sait, décident d'utiliser l'arme nucléaire pour mettre fin à la guerre. En tout cas, ça c'est le récit souvent qu'on trouve dans les manuels d'histoire. Moi, je voudrais quand même porter une petite précision intéressante, c'est qu'il y a un deuxième but souvent caché par les manuels, hein, souvent c'est assez oublié, qui est qu'on est déjà presque dans les prémices de la guerre froide et que l'utilisation de la bombe atomique sur le Japon pourrait intimider aussi l'adversaire qui sera le gros adversaire des Américains, c'est-à-dire l'URSS. Donc intimider les Soviétiques en montrant ce que les Américains sont capables de faire.
Ça, c'est le deuxième but caché. Et un troisième but qui est en fait d'utiliser aussi l'arme atomique pour la première fois, parce que c'est une arme qui est expérimentale. Ils ne maîtrisent pas trop. Il faut savoir que les Américains n'avaient construit que 3 en tout et pour tout. Une qui a servi d'essai. Et puis ensuite, ils en avaient construit 2 autres. Une qui a été sur Hiroshima, l'autre sur Nagasaki. Après, ils en ont construit bien sûr beaucoup d'autres. Mais l'idée, c'était aussi de voir un peu les dégâts que pouvait faire cette bombe. Et c'était un petit peu complètement expérimental. Ils ont choisi Hiroshima. Et d'ailleurs, la preuve qu'ils ont choisi Hiroshima en expérimental, c'est que pendant près d'un mois, en fait, la ville n'a pas été bombardée. De façon à ce qu'on voit vraiment l'étendue des dégâts sur une ville qui est quasiment intacte. Donc ça, c'est un signe. Il faut savoir qu'Hiroshima n'était pas la seule dans la liste. C'est une petite anecdote. Il y avait aussi la ville de Kyoto, il y en avait d'autres, mais Kyoto était dans la liste. Il y a plusieurs histoires qui tournent autour de ça. On sait que Kyoto a été épargné parce que Kyoto, en fait, pour le côté temple, le côté historique, il y avait, paraît-il, un général américain qui faisait partie du projet de la bombe et qui se disait, ah non mais attendez, il avait passé son voyage de noces au Japon, il a dit, jamais vous allez détruire la magnifique ville de Kyoto. Alors ça, c'est une des histoires, c'est une des théories, hein, c'est pas la seule. Alors maintenant, deuxième chose, la bombe en elle-même. Je rappelle que la bombe, elle s'appelait, tu te souviens, je t'avais dit dans Akira. Attends, oui. La bombe, ça finit par Boy. Voilà, elle s'appelait Little Boy, en fait, petit garçon. L'avion qui a bombardé, il est extrêmement connu, en fait, c'est l'Enola Gay, c'est un B-29, B-29 classique. Il faut savoir que la bombe, elle a été chargée, elle a été en vol, en fait. Ils ont, fait l'amorce en vol. C'était beaucoup trop risqué, en fait, de préparer la bombe sur le sol. C'était dans les îles Mariannes que l'avion a décollé. S'il l'avait préparé en vol, en fait, c'était pour... au cas où ça pète, ça pèterait en vol, ça ferait des dégâts, mais ça ferait moins de dégâts que dans la base américaine. Donc ils ont chargé la bombe en vol, elle était bien prête. Ensuite, ils l'ont larguée sur Hiroshima. Il faut savoir que la technique de largage est très particulière, parce que quand vous larguez une bombe atomique, vous ne larguez pas une bombinette. Donc en fait, il faut que l'avion fasse un demi-tour en même temps qu'il largue la bombe. En fait. Il doit avancer, faire demi-tour, lâcher la bombe pendant le demi-tour et repartir. Parce que vu le souffle et vu la pression qu'il dégage, il vaut mieux. Autre chose ici sur la bombe, une information qui est pas mal à savoir, c'est que la bombe n'explose pas en touchant le sol. La bombe atomique, elle explose toujours au-dessus, à une centaine de mètres. Elle a explosé à peu près à 140 mètres au-dessus du sol. Pourquoi ? Tout simplement pour que le souffle soit plus efficace et que la propagation de la chaleur et du souffle soit beaucoup plus importante. Alors là où elle a explosé, donc elle a explosé le 6 août, je vous l'ai dit, 45, 8h15, c'est précis. Hein, en général, on a même une montre dans le mémorial de la paix qui montre l'heure qui s'arrête pile à ce moment-là. Et en fait, cette explosion, elle a fait, maintenant je vais parler de l'explosion, elle a fait trois types de dégâts. D'abord, une bombe atomique, en fait, elle déclenche la chaleur. Une chaleur intense, en fait, donc c'est près de 4000 degrés au centre de l'explosion. Donc autant dire que tout ce qui était au centre de l'explosion a été réduit en cendres. Donc ni plus ni moins. Ensuite, deuxième type de dégâts, c'est le souffle. On a des vents qui vont à près de 400 km/h, juste quand on est très proche de l'explosion de la bombe. Donc autant dire qu'il y a des immeubles qui ont été tordus radicalement. Et puis comme il y a aussi beaucoup de constructions en bois, à Hiroshima, tout a été soufflé. Et enfin, dernier effet, c'est celui qui est le plus connu, bien sûr, c'est la radioactivité, les radiations, qui ont tué immédiatement, en fait, un nombre élevé de personnes, mais surtout qui ont continué de tuer près de 70 000 personnes dans les années suivantes. Donc l'explosion en elle-même fait 130 000 morts et 70 000 à peu près morts des suites de l'explosion atomique. Ça fait 200 000 morts sur Hiroshima, c'est quand même assez impressionnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les habitants d'Hiroshima n'ont pas souhaité que la ville soit conservée en l'état, ils ne voulaient pas que la ville soit un mémorial. En fait, ils ont juste conservé un bâtiment qui s'appelle le Dôme de la Bombe, qu'on peut voir sur pas mal d'images. C'est le bâtiment en fait, qui était quasiment presque au-dessous de la bombe, donc on l'appelle le Dôme de la Bombe, mais en fait ça n'a rien à voir, c'est juste un bâtiment qui était un palais des expositions, en fait, rien d'extraordinaire. Et ils l'ont laissé vraiment abîmé pour qu'on voit un peu les dégâts, mais toute la ville a été reconstruite autour, donc vous ne verrez pas grand-chose. Et bien sûr, ils ont construit un immense mémorial de la paix, avec un musée à visiter qui est assez impressionnant, assez touchant quand on est dans ce musée. Franchement, ça vous prend aux tripes. Ils ont fait des reproductions de victimes en cire, des choses comme ça. C'est horrible. Ils montrent des photos. Enfin, ils n'hésitent pas à balancer vraiment toute l'horreur de la radioactivité, par exemple, des brûlures, etc. Faut savoir aussi que on a très peu de photos d'Hiroshima, de la bombe. Pourtant, il y a des journalistes qui ont été dépêchés. Un journaliste qui a été amené sur place, une demi-heure après l'explosion, il y a été, et le gars, paraît-il, n'a pris que 12 photos, parce qu'il est arrivé pour prendre plein de photos de ce qui s'est passé, et ça l'a tellement choqué, il a été tellement traumatisé,
que le journaliste, en fait, il a pris 12 photos, et les 12 photos, on peut les voir dans le mémorial, et c'est 12 photos qui sont, on va dire, acceptables, qui sont visibles, parce que si vous êtes du côté, s'il a pris des photos de victimes, des gens carbonisés, etc., c'est quelque chose qui est très très difficile. Donc, voilà, je voulais raconter un petit peu l'événement de cette bombe atomique. Il faut savoir qu'aussi que le maire d'Hiroshima, et puis traditionnellement, beaucoup de Japonais sont contre l'arme nucléaire. Et justement, le maire d'Hiroshima envoie régulièrement des lettres en demandant à tous les pays qui possèdent l'arme nucléaire de désarmer leur pays. Et il y a un mur dans le mémorial de la paix avec toutes les lettres envoyées au gouvernement français, au gouvernement américain, etc., pour leur dire arrêtez les constructions d'armes atomiques. Voilà, et puis il y a une histoire qui tourne autour de cette bombe, qui est une magnifique histoire. Oui. Et là, je te donne la parole, c'est l'histoire de la jeune Sadako. Voilà, moi, avant de raconter cette histoire, moi, je voulais vraiment insister, tu l'as pas trop dit, je trouve ça dommage. C'est que quand on ressort, en fait, du mémorial de la paix, le truc qu'on retient le plus, parce que pourtant, je vais pas dire que c'est qu'un détail tellement que c'est horrible, mais c'est ce côté expérimental de la bombe. Et ce côté, en fait, on n'a qu'une question, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu une raison fondée pour... Enfin, il n'y a jamais de raison pour faire la guerre, mais par rapport à l'histoire, sincèrement, je pense qu'ils n'avaient pas de raison de faire ça autre que l'expérimentation. Certains historiens qui parlent d'actes terroristes, carrément. Oui, non, mais je pense que le but premier, c'était « Oh, bah, ils ont fait ça, ils ne sont pas d'accord avec nous. » Enfin, entre guillemets, on va expérimenter la bombe chez eux. Ça a donné... Ils ont eu, une petite raison pour faire ça, alors qu'à mon avis, c'est purement expérimental. Leur but premier, c'était vraiment pour voir ce que ça faisait. C'est horrible, et intimider les Russes aussi, je te dis. Il y a un côté géopolitique là-dedans. Il y a pas que mais au fond, voilà, les Japonais, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de raison. Tu as plusieurs articles qu'on a lus là-bas et on se demande si vraiment il y avait une raison. Je pense qu'ils étaient prêts de capituler, il n'y en avait plus que quelques mois. Voilà, ils étaient au bord de céder, donc il n'y avait pas de raison de faire ça et c'était vraiment purement expérimental. Donc, comme l'a dit Christophe, il y a eu un effet immédiat sur la vie humaine, mais il y a énormément d'enfants, de femmes, d'hommes qui sont morts de cancer, qui ont eu des maladies, qui ont développé des mutations, des maladies de la peau, de tous les organes, beaucoup d'années après. Et c'est avant tout l'histoire de Sadako que je vais raconter, une petite fille. En fait, il y a une rumeur, non, il y a une légende au Japon qui dit que quiconque qui plie 1000 grues dans l'année verra son vœu exaucé. Et en fait, le jour de la bombe, Sadako a 2 ans. Elle est à ce moment-là à 2 km de l'explosion. Du centre de l'explosion. Oui, du centre de l'explosion. Et en fait, elle est pas décédée, mais... Victime de radiation. Elle a été victime de radiation. Et en 1954, lors d'un cross de l'école, elle est prise de vertige. Ces vertiges l'ont emmenée... ont été tellement violents que du coup, elle a été à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui annonce qu'elle est atteinte de leucémie. Donc la leucémie, j'explique brièvement ce que c'est. C'est une maladie du sang qui est mortelle. Et donc cette petite fille a été diagnostiquée, ce qu'on appelle au Japon, alors je le dis, Ibakusha. Ouais, alors Ibakusha, qui veut dire condamné de la bombe. C'est ça, ils sont un groupe, les Ibakusha. Connaissant la légende, la petite fille qui a à cette époque 12 ans, décide de plier des grues et elle espère justement, elle croit très fort en cette légende et elle espère qu'au bout de ces 1000 grues, son vœu de guérir sera exaucé. Donc après ces 1000 grues, en gros, elle sera indemne de toute maladie. Ouais. Voilà. Et la pauvre, elle arrive à ses 644 grues et elle décède. Elle décède comme ça le 25 octobre dû à la maladie. Et du coup... c'est une histoire qui a tellement bouleversé son école, son village, sa famille, qu'en fait, ils se sont tous solidarisés pour finir ce projet. Et ils lui ont plié toutes les grues qui manquaient pour arriver aux 1000 grues. Donc c'est une petite fille qui est connue due à son histoire, mais c'est aussi une petite fille qui représente les milliers d'enfants et les milliers d'adultes qui sont morts de cette maladie des années après la bombe atomique. Donc c'est quelque chose qui a fait beaucoup de morts à l'instant, mais qui continue, hein, même aujourd'hui encore, des personnes gardent des séquelles de cette maladie. Et donc du coup, en fait, son village a décidé, quelques années après, de lui construire
une statue en son honneur. Donc c'est en fait, la statue est vraiment impressionnante. Hein. C'est une jeune fille en fait, qui lève les bras et en haut des bras, il y a une énorme grue. Donc c'est très joli. Et à la base de cette statue est inscrit « Ceci est notre cri, ceci est notre prière, paix dans le monde ». Et voilà, donc cette histoire, en fait, quand on parle d'Hiroshima, on ne peut pas oublier cette petite fille qui a marqué les esprits de tout le monde. Et il y a même eu un film qui a été justement réalisé en son honneur, qui s'appelle « L'Oiseau Bonheur ». C'est un film d'animation, vous pouvez le trouver pour 20 € sur Internet. C'est vraiment, les images sont magnifiques. Et pour ceux qui sont plus littérature, il y a un livre qui s'appelle « Les 1000 oiseaux » de Sadako, qui est sorti aussi... alors c'est une maison d'édition qui n'est pas très connue, je vous invite à aller sur Internet aussi, parce que bon, c'est des ouvrages qu'on ne trouve pas facilement, donc sur Internet c'est jouable, on en trouve, j'en ai vu. Donc voilà, moi c'était vraiment pour raconter l'histoire de cette petite fille, de pas... voilà, c'est... Et la chose impressionnante en fait, c'est qu'autour de cette... de cette statuette à Hiroshima, on trouve en fait des sortes de cabines où il y a plein de grues à l'intérieur. Et c'est comme ça, voilà. Des petites grues qui sont envoyées par centaines, par milliers. C'est des gens du monde entier qui envoient justement pour cette petite fille des grues en papier. Et en fait, la ville d'Hiroshima conserve précieusement toutes les grues qu'ils reçoivent. Donc il y en a mais des milliers et des milliers, c'est impressionnant. Et voilà, donc moi dans ce podcast, j'avais une idée et j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de gens qui participent. C'est de nous envoyer vos grues en papier et à la fin, je donnerai une date butoir et à la fin, on enverra tout ça à la ville d'Hiroshima. Les grues, ouais, on mettra l'adresse sur le blog. Je mettrai l'adresse... À plier dans une enveloppe, c'est pas... Mais si, c'est faisable, regarde, tu fais ça, tu mets ça dans une enveloppe, en carton ou en papier, enfin même en papier ça se plie. En papier c'est plus facile. Ça se plie mieux, non mais voilà, donc c'est jouable. Donc je mettrai le modèle pour plier, alors c'est pas forcément facile à plier, on a mis du temps. Oui, ça... On a mis vachement de temps, mais voilà, ce serait le petit Kaijin TV qui va participer un peu à l'élaboration de ce projet de grue ils peuvent nous envoyer qui a une symbolique vraiment émouvante et triste. Oui, c'est très beau, c'est très symbolique. Voilà. Bon, alors, t'as fini ? Oui. J'ai fini. Pour terminer, on va faire quand même, on l'a promis, le tirage au sort pour gagner ce magnifique manga, Buspass, on en a parlé. Donc le fameux tirage au sort dit de la tailleur, maintenant mondialement connu, et avec Maître Totoro qui est là-bas, là au loin, là, qui surveille quand même la validité du tirage au sort. Donc Maître, c'est à vous. Voilà, alors il y a eu quand même, disons qu'il y a eu 25 participations. Ah ouais, tout le monde le veut. Tu vois, je peux même pas enlever... Tu vas secouer longtemps ou pas ? Je peux même pas enlever les bouts de papier, t'as vu ça va. Ah, ça va mieux. Bon, mais là, ça fait beaucoup, là, donc... Non, attends, faut mélanger. Mélange bien. Tu veux tirer ? Je te laisse. Ah, c'est bon aujourd'hui. Attends. Je veux tirer, ça. Allez, vas-y. Alors, par transparence, je cherche à faire gagner les copains. Alors, verdict, ce sera Jérôme 69. Voilà, Jérôme 69, félicitations, on te contacte très rapidement et on t'envoie ce manga, tu as gagné un bus qui passe. Donc, tu l'as pas loupé. Tu l'as pas loupé, les autres malheureusement. Voilà, bon les autres, désolé. Mais il y aura d'autres concours, vous inquiétez pas. Pour Noël, on va essayer de faire des trucs sympas. On va essayer. On va essayer de faire un truc pas mal. Bon, mais très bien, en tout cas, on a fini. Merci de nous avoir suivis, puis on se retrouve très bientôt pour Gaijin TV, épisode 20. Allez, sur ce, sayonara.